Alors, alors, la bonne façon de calculer un DL, c'est de se comporter comme un prophète, et c'est-à-dire d'essayer de voir l'avenir. Il va falloir que je vous montre ça sur plusieurs exemples pour vous faire comprendre le mythe, pour que vous voyez concrètement. Mettons par exemple que pour cette fonction un peu compliquée, 1 sur x moins 1 sur sinus x, eh bien, on va y calculer un DL en 0 à l'ordre 6. Wouah, un DL en 0 à l'ordre 6 de ce truc-là. Wouah. En fait, personne n'est assez intelligent ou assez génial pour deviner direct comment il faut faire et voir directement toute la démonstration à l'avance. Ça veut dire que l'être humain, il a besoin d'utiliser ses yeux et de voir comment se présentent les calculs pour prendre les bonnes décisions. Donc ça veut dire qu'on va soit au brouillon, soit encore mieux directement sur sa copie, commencer un petit peu les calculs, en laissant peut-être un petit peu de place pour prendre les bonnes décisions et bien compléter. Donc par exemple, comment va se dérouler ce calcul-là? 1 sur x c'est joli comme c'est simple comme fonction. Par contre, sinus x c'est une fonction compliquée, donc on va en faire un développement limité. Donc bam, on va dégainer le développement limité du sinus x. Mais là, premier problème, il va falloir qu'on choisisse à quel ordre on le fait. Il faut qu'on prenne une décision. Et le fait qu'on y arrive, qu'on n'y arrive pas, qu'on galère ou qu'on galère pas, tout va dépendre de cette décision-là. Et donc, il va falloir qu'on prenne la bonne. Comment deviner à quel ordre on doit s'arrêter? Est-ce que je prends un terme, deux termes, trois termes, cinq termes pour aller à l'ordre 6? Oh, je prends quoi? On ne sait pas pour l'instant. Alors, c'est encore trop tôt pour savoir. Donc, on a envie de savoir comment vont se dérouler les calculs après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après avoir fait ça? On va peut-être factoriser un sur x sur toute la ligne, là. Ça a l'air... vous voyez, je factorise le terme dominant dans les sommes, donc je factorise le x. Ça va naturellement vous faire factoriser un 1 sur x dans ce produit. Et une fois que c'est fait... Alors, remarquez que la précision ici a diminué de 1, vu qu'on a dû diviser ça par x. Une fois que c'est fait, on va avoir le développement limité de 1 sur 1 moins u. Alors, on aura le développement limité de 1 sur 1 moins u. D'ailleurs, j'ai pas fait tous les calculs ici. Faudra que je poursuive, histoire de ne pas avoir de surprise. Donc oui, on l'a là, le développement limité de 1 sur 1 moins u, donc on aurait 1 sur x, et là il va falloir prendre une autre décision, puisque on va avoir, notre moins u, ça va être tout ce pâté là, et donc j'imagine qu'on va l'écrire là, on va donc avoir un x au carré sur 6, tac tac tac, avec ici notre reste qui vient de là. Et puis il faudra prendre une... Alors ça c'est un peu faux. Il faudra prendre une décision pour savoir où on s'arrête sur le développement limité. Donc en fait on a une décision à prendre ici, et on aura une décision à prendre là, vu qu'on fait le développement limité de 1 sur 1 moins u. Donc à un moment il va falloir qu'on sache ce qu'on prend comme ordre sur le développement limité là et le développement limité là. Mais maintenant que tout commence à être écrit, et ça y est, on peut l'intuiter. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait un peu une analyse rétrograde, c'est-à-dire qu'on voit où on veut arriver, on voit une précision à l'ordre 6, et donc pour trouver les bons choix, on va repartir de la fin. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrire ou d'avoir une idée du déroulement des calculs pour pouvoir repartir de la fin. Donc notez par exemple que si vous voulez avoir un petit taux de x6 à la fin, alors que là vous avez un 1 sur x, il faut absolument ici que vous ayez un petit taux de x7. Donc là il vous faut un petit taux en 0 de x7 puisqu'on va perdre 1 en précision ici. Donc ça veut dire que ici il vous faut un petit taux de x7. Donc ici il vous faut un petit taux de x7, ce qui veut dire que ici il vous faut un petit taux de x8. Voilà, on a déjà trouvé la première décision. Ici, il nous faut un petit taux de x8. Ouais, ça vient du fait que on a une première division par x ici, donc la précision diminue de 1. Et ensuite, on a une seconde division en plus ici, donc la précision a diminué de 2 par rapport au début. Donc de x8, on passe à x6. Ça, c'est pour le premier choix de développement limité là. Maintenant, pour ce second choix-là qu'on a aussi à faire, vous pouvez remarquer que le u qu'on prend dans la formule 1 sur 1 moins u, il a une tête de x2. Et donc s'il a une tête de x2 et qu'on veut arriver à x6, il faudra prendre un DL à l'ordre 3. Et du coup, on y arrivera.
Et donc bah voilà, ça c'est l'art de prophétiser ce qu'on doit faire. Donc on sait que ici il faut avoir un DL à l'ordre 8, et on sait que ici il faut faire le DL de 1 sur 1 moins U à l'ordre 3 pour y arriver. Et donc maintenant que j'ai pris ces décisions là, et bah, je vais compléter pour voir comment ça se danse. Donc, et je reprends du coup, maintenant que je sais ce qu'il faut faire depuis le début. Donc là, je devais faire le développement limité du sinus, donc ça fait un plus x5 sur factoriel 5, moins x7 sur factoriel 7, et je m'arrête à l'ordre 8. Ensuite, on avait dit que je factorisais par x, et donc ça veut dire que ici, je vais avoir un plus x4 sur factoriel 5, moins x6 sur factoriel 7, plus un petit tour en 0 de x7, puisque en ayant divisé par x, ça diminue la précision de ce développement limité là. Donc bon voilà, il faut que je le réécrive. Donc ici ça fait un plus x4 sur factoriel 5, moins x6 sur factoriel 7, plus petit tour en 0 de x7. Voilà. Et alors on avait dit que là, on prenait tout ça, c'était moins U, ce qui fait que notre U a à peu près la taille de x2. Et donc, bah, on va devoir balancer ça là-dedans, donc, pour faire le coup du 1 plus U plus U2 plus U3 plus petit O en 0 de U au cube. Et donc, bah, je vais le recopier une fois. Alors attention, tout ça, ça serait moins U, il faut que je fasse gaffe au signe. Donc si je mets, alors c'est 1 plus U, ok. Donc j'aurai un, alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est 1 plus U, donc ça ferait x2 sur 6, moins x4 sur factoriel 5, plus x6 sur factoriel 7, plus petit O en 0 de x7, ok. Donc ça c'est juste le terme U, et il faudrait que j'écrive encore le U2, le U3, le petit O en 0 de U3. Mais bon, je vais pas le faire parce que le but c'est pas de faire ce truc-là. Hein. C'était de montrer comment prophétiser les bons ordres, c'est pas de faire un calcul EDL. Et donc là, on voit déjà que le 1 sur x et le x7 va bien me donner le x6. Et on voit ici que mon U qui est en... attention, là j'ai pris une mauvaise décision parce qu'il y a une division par x. Il faut donc que j'aille en U4. Il faut que j'aille en U4 ici pour avoir un petit O en 0 de U4. Bah ouais, à cause de la division par x, parce que le U4 ici va me donner un petit O en 0 de x8, et comme je le divise par x, je vais récupérer du petit O de x7 et avoir du x6. Éventuellement, ce que je peux faire pour m'éviter une galère, quoique... Ouais, non, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Donc voilà, oui, là, je me suis trompé, il faut même que j'aille en U4 à cause du divisé par x. Donc bah j'espère que je vous ai convaincu que ça marche. Hein, je l'ai fait pour ce bout-là, et le bout-là, bon, c'est bon, on y arrive. J'ai pas envie de faire les calculs jusqu'au bout. Je vais vous faire deux autres exemples dans deux situations différentes, dans un calcul de limite et dans un calcul d'équivalent, pour vous montrer comment on prophétise. Alors je peux juste vous dire une chose importante, c'est que d'où viennent les baisses et les augmentations de précision. Par exemple, quand vous factorisez un x, on divise le développement limité, donc il y a une baisse de précision. Donc bah ouais, si vous factorisez des x, des x2, des x3, ça va baisser votre précision de développement limité sur le bout qui vous reste. Donc chaque fois qu'on divise comme ça, chaque fois qu'il y a un truc qui est mis en facteur et qu'on divise, bah ça va tendance à avoir baissé la précision. Remarquez que dans cet exercice, sinus x est équivalent à x, donc ça et ça c'est à peu près les mêmes bidules. Alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait des simplifications entre les deux, et effectivement il y en a, regardez, d'ailleurs j'ai fait une boulette ici, oh là là c'est vraiment pas malin, qu'est-ce que j'ai foutu? Oui il y avait un moins devant, c'était un 1 moins 1 plus 1, voilà. Oh là 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 là. Oui, donc en fait on peut s'attendre à ce qu'il y ait une simplification, on la voit là, on la voit ici, ça va faire 1 moins 1, elle est ici la simplification, 1 moins 1. 1 moins 1, voilà. Donc désolé pour l'erreur là, bon ça change pas la suite donc je refilme pas. Ok, donc quand il y a des simplifications, quand il y a des trucs qui se détruisent mutuellement, bah vous pouvez vous attendre à ce que, attention, probablement que les degrés
vont changer et il faut poser les calculs pour voir comment ça fluctue et prendre les bonnes décisions. Ok, deuxième illustration de l'art de prophétiser les ordres de développement limité. Ici, on est sur un calcul de limite. Et alors, il y a une stratégie pour calculer les limites qui consiste à dire que, pour commencer, en général, on fait un raisonnement de bourrin pour voir ce qui se passe. Quand x tend vers 0, remarquez qu'en bas, vous obtenez du 1 moins 1, autrement dit du 0. En haut, vous obtenez 1 moins 1, autrement dit du 0. Vous avez une forme indéterminée, 0 sur 0. Bon on sait qu'on va devoir faire un DL. À partir du moment où on a une forme indéterminée, ouais, c'est un DL. Donc ça veut dire qu'on va faire un développement limité de exponentielle x moins 1 moins sinus x sur cosinus x moins 1. Mais alors la stratégie pour trouver une limite à partir des DL, c'est d'essayer d'obtenir un DL à l'ordre 0. Si vous obtenez un DL à l'ordre 0, puisque ça c'est 1 fois une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0, ça va vous faire L plus 1 fois un truc qui tend vers 0, ça va vous donner la limite L. Donc ça c'est la bonne stratégie pour trouver les limites. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on fasse un développement limité à l'ordre 1 de ce pâté là. Ok, c'est parti, mais il va falloir prendre des décisions à un moment, parce que faut faire le DL d'exponentielle de x, de sinus, de cos, il faudra faire le quotient. Enfin bref, on va avoir des choix à faire, et donc on va devoir prophétiser les choses. Mais ça veut donc dire que on a intérêt à avoir une idée un petit peu de la tête que vont prendre les calculs. Peut-être comme ça, moins le sinus, je sais pas, peut-être comme ça. On va laisser de la place. En dessous, le cos, c'est un truc un peu comme ça. On va laisser de la place. Et puis, voilà, on va essayer de voir ce qui se passe un petit peu et de prophétiser les ordres auxquels on prend. Remarquez qu'en bas, ici, il va y avoir une simplification. Ouh. Et donc, en gros, ce qui va vous rester sous les bras, c'est un truc qui est en x2. Ça veut dire que si vous divisez le haut par x2, et que vous voulez avoir une précision de 1 qui vous reste à la fin, la moindre des choses, c'est qu'en haut, vous ayez une précision de x2, parce que x2 sur x2, ça va vous faire 1. Donc là, on se dit, ouais, ça serait cool si j'avais un développement limité à l'ordre 2 de ce qui est en haut, et puis du coup, ça marcherait fatalement. Donc, ce qui nous aide à prendre la décision, en gros, c'est que là, on voit un équivalent du bas. Vous voyez, en bas, c'est équivalent à moins x2 sur 2, donc c'est en x2. Ok, donc là ça a été un peu vite, hein. On a regardé le bas, on a vu que c'était équivalent à moins x2, on a compris qu'il fallait que le haut y ait au moins du x2 pour que après simplification il y ait du 1, et bingo, ça va marcher. Donc je suis persuadé que ça va marcher, donc je vais reprendre le calcul à partir de là, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant on va compléter. Donc toi, j'ai besoin d'un développement limité à l'ordre 2, donc c'est parti, 1x2 plus un petit taux en 0 de x2. Pas assez de place. De l'importance de laisser de la place. Toi, j'ai besoin d'un développement limité a priori en x2. Bon du coup, j'ai pas du tout besoin d'un terme en x3. Hein. Toi, tu vas pas me saouler. J'ai pas envie de te trimballer pendant tout mon calcul. Donc, je mets du x2. Et puis toi, comme ça, tu me conviens. J'ai besoin d'avoir le terme en x2 pour que ça marche. Donc, je fais un développement limité en x2. Ok. Donc, à partir de là, on va simplifier. Hein. Donc, en bas déjà. En bas, déjà, on va avoir un moins x2 sur 2 plus petit taux en 0 de x2. En haut, qu'est-ce qu'on va avoir? Le moins 1 et le 1 vont simplifier, un peu comme là, en fait. Il y a une simplification comme ça en bas et en haut, voilà, comme prévu. Oh là là, il y a le x ici qui va simplifier avec le moins x qui est là. Oh, bonne nouvelle! Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste un x2 en haut. Et puis là, il y a deux petits taux de x2, mais Highlander, ils vont plus en faire qu'un seul, il n'en reste qu'un à la fin. Le plus gros. Donc un petit taux en 0 de x2. Une fois que je suis là, je me dis, oulala, un quotient de développement limité. Ouh! Et la méthode consiste à factoriser le terme dominant dans les sommes, et là il y a une somme, et c'est ça le terme dominant. Alors j'ai juste besoin de le faire en bas, le coup du factoriser le terme dominant. Hein. Donc ça va me donner un x2 plus petit taux en 0 de x2 en haut. En bas, si je factorise le terme dominant, ça fait donc un moins x2 sur 2, facteur de 1, plus petit taux en 0 de 1.
Alors j'ai pas trop envie de me prendre la tête, alors je vais pas faire un quotient de développement limité parce que je vais être malin pour éviter des calculs. Je vais donc diviser tout le haut par moins x2 sur 2. Et donc ça va me faire un moins 2, hein, quand je retourne ma fraction comme une crêpe, facteur de 1 plus petit o de 0 de 1 en haut, divisé par 1 plus petit o 0 de 1 en bas. Alors ceux d'entre vous que ça démange de simplifier le haut et le bas là, vous le faites pas, sinon votre prof vous fouettera. Hein, le truc du haut est pas forcément égal au truc du bas, hein. Les choses qui se cachent derrière les petits o sont pas forcément les mêmes. On pourrait se dire, ah ouais, mais vous avez pas terminé le calcul du DL là. C'est vrai, j'ai pas fait le quotient des deux DL là. C'est parce que faire des DL c'est quand même un peu lourd mine de rien. Or moi je veux une limite. Et donc comme c'est lourd de faire des calculs de DL, je m'arrête dès que je vois que je peux obtenir une limite. Et là je peux. Bah ouais, puisque ce pâté là il tend vers 0, c'est bien connu, hein, je vous l'ai fait tout à l'heure qu'un petit tour en 0 de 1 tend vers 0. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 1, donc tout le pâté là tend vers 1. En bas, tout le pâté là tend vers 1, et bah mon nombre il tend vers moins 2. Hop, fini. Donc bah on est bien arrivé au bout de notre calcul. On a trouvé que la limite c'était moins 2. On s'y est bien pris, hein. On a essayé vite fait de faire avec les limites. D'abord c'est ce qu'on a fait des limites. On est tombé sur une forme indéterminée, on s'est dit oula il me faut un truc un peu plus puissant, genre un DL. On a fait un DL, on a prophétisé les choix qu'il fallait faire, on s'est bien démerdé, la preuve on y arrive. Et on a même enlevé des bouts qui nous auraient pourri la vie, on a fait juste le strict minimum de calcul. Et on y arrive. Donc d'où l'importance de prophétiser. Alors prophétiser dans les calculs de DL, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui arrive à faire son DL sans trop souffrir rapidement, et quelqu'un qui va souffrir atrocement parce qu'il se trimballe 1, 2, 3 termes en trop dont il n'a pas besoin, qui va trouver ça horrible, qui va passer des heures à recopier des lignes et que finalement ça va dégoûter. Alors troisième illustration de l'art de prophétiser, avec un calcul d'équivalent. Les calculs d'équivalent, c'est un peu plus compliqué que les calculs de limite parce que on peut y arriver aussi avec un développement limité, mais la stratégie consiste à trouver un terme non nul plus quelque chose qui est négligeable devant ce même terme. Donc ce qui est embêtant ici, c'est qu'on ne connaît pas l'ordre à laquelle on doit arriver. On sait juste qu'on doit avoir un terme non nul plus le même terme là. Ok. Alors remarquez que un équivalent de ça on connaît, un équivalent de ça, un équivalent de ça on connaît, mais si vous essayez de me faire la somme des équivalents, je vous fouette parce que c'est interdit, on ne fait jamais de somme d'équivalents. Donc vous avez envie de faire une somme d'équivalents et vous savez que vous n'avez pas le droit, bah donc du coup vous êtes obligé de passer en développement limité et donc d'avoir recours à cette stratégie là. Donc ah ouais, on sait pas à quel ordre on doit aller, mais on sait qu'il faut qu'on trouve, on a un objectif, un terme non nul, un terme dominant en fait. Il nous faut un terme dominant non nul. Bon, bah du coup vous êtes obligé de voir un peu à quoi vont ressembler les calculs. Donc si on fait un développement limité de l'exponentielle, ça ferait par exemple 1 plus x, et puis on va laisser de la marge. Moins exponentielle de moins x, ça ferait 1 moins x, et on va laisser un peu de la marge. Et puis moins sinus x, ça ferait moins x, je sais pas, moins x au cube sur 6, et on laisse un petit peu du mou. Alors remarquez que si on fait ça, oh, va y avoir une simplification là. Bon bah du coup vous n'avez pas de terme dominant constant. Bon bah va falloir qu'on aille le chercher plus loin. Alors, et j'ai nasé mon exercice. Non, je l'ai pas nasé. Là c'est un 2x. Hein. J'ai nasé mon développement limité du sinus de 2x, pardon. Donc là quand on regarde après les x, ça fait x moins moins x, bah ça m'en fait 2. Oh, il y a un moins 2x, oh là là. Oh, miracle. Bon, c'est un peu parce que le gars qui a pondu l'exo, il a fait exprès que ça simplifie en fait. Donc ici, le x, le moins x et le 2x là, ils vont simplifier. Du coup, là, on se dit, ah mince, va falloir que j'aille chercher les termes suivants, peut-être en x2. Bon, bah, voyons voir ce que ça donne. Là, vous ne les avez pas écrits, vous êtes obligé de les rajouter. Donc, on va avoir un plus x2 sur 2. Et là, on va avoir un plus x2 sur 2. Et là, il n'y en a pas. Oh, ça simplifie encore. Oh, le truc de malade et tout et tout. Ouais, ça, c'est à cause de la parité. Hein. Forcément, c'est les termes pairs, il y a un moins, ils se simplifient malgré le moins là. Donc ça vire. Donc du coup, je vais devoir aller chercher les termes en x3. Alors bah du coup, là, ça va me faire quoi? Ça va faire un x3 sur 6. Là, ça va me faire un moins x3 sur 6. Donc au final, ça plus ça me fait 2x3 sur 6. Donc ça me fait un x3 sur 3. Je vais le noter là pour pas l'oublier. Voilà.
Et là, combien j'en ai? Ah bah là, je vais en avoir un plus 8x3 sur 6. Bon bah il reste ce terme. Ah bah ça y est, j'ai mon terme dominant. Donc je vois jusqu'où il faut que j'aille pour que mon calcul il aille au bout. Alors bah il me reste plus grand chose à faire. Ici en fait on a fait ce qu'on a pu pour prophétiser. Bon on aurait pu prophétiser autrement. Je vais vous le faire après de tête. Mais donc on voit que là il faut aller chercher un terme à l'ordre 3. Là, il faut aller chercher un terme à l'ordre 3, ce qui fait que après simplification, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un x3 sur 6, un autre x3 sur 6, il va rester ici un 8x3 sur 6. Au niveau des petits taux, on a 3 fois le même, et donc il ne peut en rester qu'un, le plus gros, bah, c'est tous les mêmes, donc il reste un petit taux en x3. Donc on va simplifier tout ça quand même, parce qu'on en a 8 plus 2, on en a 10. Bon, allez, on va resimplifier encore un petit peu. Donc ça fait un 5 tiers de x3 plus petit taux en 0 de x3. Donc voilà, on a atteint notre objectif. On a un terme dominant, c'est lui, plus quelque chose qui est négligeable devant le terme dominant, c'est lui. Et donc, bah ouais, mais moi je voulais un équivalent. Bah ouais, bah l'équivalent, on le chope à la dernière ligne en prenant juste le terme dominant dans notre calcul de DL. Et donc cette expression, elle est équivalente en 0 à 5 tiers de x au cube. Alors ce qu'on a fait là, c'est un peu prophétisé, mais on a un peu fait la méthode de la brute. Bon, on verra ça après. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour prophétiser? En fait, prophétiser, ça veut dire qu'on anticipe ce qui va se passer en regardant la tête des calculs. Bon bah par exemple, exponentielle x et exponentielle de moins x, on sait que ça commence par 1, donc on sait qu'on va avoir un 1 moins 1 qui va arriver. Ensuite, le terme pair aussi, x2 moins x2, il va virer. Par contre, le doute, il est sur le terme en x. Là, je vais obtenir un x, là, je vais obtenir moins x, ça me fait 2x. Ah ouais, mais avec lui, je vais avoir un 2x moins 2x, donc ça vire. Donc en gros, en regardant cette expression-là, et en l'analysant un petit peu en constante x, x2, on sait déjà que le 1 va virer, le x va virer, le x2 va virer. Et donc après, sans avoir posé le calcul, on peut se dire, ouais, mais alors le terme en x3, il a quelle tête? Bah x3 sur 6... x3 sur 6, et là 8x3 sur 6, bah c'est bon, on n'a qu'à faire en x3. Donc on aurait pu faire ce raisonnement là sans écrire de choses pour à la tête de l'expression, vu que c'est quand même pas trop compliqué, il n'y a pas de quotient ici, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de composé ou pas des composés compliqués, voir que x égale 3 ça marche, et bingo on aurait pu faire ça comme ça. À noter qu'au final ça fait pas énormément d'exemples sur l'art de prophétiser les ordres de développement limité qu'on a fait là, il n'y en a que 3. Mais comme à l'avenir, tous mes calculs de DL, je les ferai en essayant de prophétiser les bons ordres, il y aura plein d'autres exemples à l'avenir. Mais dans cette méthode, il n'y en aura que 3. Une autre remarque, en m'ayant vu prophétiser, vous vous dites peut-être « Oh, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, faut être prof de maths pour faire ça ». En fait, en essayant, on finit par y arriver, comme d'habitude avec les maths. Par contre, si vous n'essayez jamais de prophétiser les ordres des développements limités, bah, vous ne pourrez jamais devenir bon en DL, vous serez toujours une brute. Voilà. Donc la méthode des brutes, elle marche, on va l'expliquer après, mais vous serez un ou deux ordres de grandeur en niveau en dessous des bons en développement limité, des prophètes. Donc bah il faut essayer, hein. Il faut essayer les gars, il faut essayer de prophétiser. En fait, c'est ça qui vous rend aussi plus malin et qui fabrique des neurones dans votre tête. C'est ça l'attrait des maths, c'est que les maths on s'en sert aussi pas mal pour rendre les gens vachement plus malins. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les développements limités, ça sert pas tant que ça. Mais par contre, chercher des astuces, faire travailler ses neurones, réfléchir, ça vous entraîne et dans d'autres situations, vous en récupérerez le bénéfice. Et donc il y a peu de chapitres aussi riches que celui des développements limités. Et donc il y a plein d'opportunités d'être malin et de fabriquer des neurones dans les développements limités. Alors, on n'est pas obligé de calculer un DL en utilisant la méthode des prophètes, qui demande un petit peu de réflexion et qui doit faire peur à un tas d'étudiants, parce que il y a beaucoup d'étudiants alors il y en aura un petit nombre qui n'aura pas les capacités pour faire la méthode du prophète, mais il y aura beaucoup d'étudiants qui en ont les capacités
mais qui auront peur de se lancer en se disant non, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais, les autres peuvent y arriver, mais moi je peux pas y arriver, et ainsi de suite. En fait, bah on essaye et on finit par y arriver un jour. Mais en bref, oui, chaque fois qu'une méthode demande un tout petit poil de réflexion ou de une façon de faire particulière, bah si c'est pas trop simple, et bah il y a plein d'étudiants qui refusent d'essayer en fait, qui se donnent aucune chance d'y arriver. Et donc bah il faut bien que je propose une alternative à ces étudiants parce que mine de rien, les DL c'est tellement important. Moi, il faut quand même qu'ils arrivent à faire un DL, sinon ils seront coincés dans d'autres chapitres et ils se prendront des tôles au concours et ils intégreront pas aussi bien qu'ils le méritent. Et donc bah voilà une alternative possible qui demande moins de réflexion, c'est vachement plus brut de décoffrage, mais c'est correct. Ça permet aux étudiants qui n'ont pas trop envie d'investir dans la méthode du prophète d'y arriver quand même. Il y a un coût à payer, mais je pense que de leur point de vue, c'est complètement acceptable. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors c'est quand même un poil efficace, même si c'est moins efficace que la technique des prophètes. Bah en fait on fait juste le DL en laissant de la place. Donc on fait les calculs comme on ferait normalement, sauf qu'on ne prend pas la décision où par exemple ici j'ai un 1 sur sinus x, ah bah ce que je vais faire c'est que je vais laisser plein de place. Et bah disons que allez je vais prendre les deux premiers termes. Alors ils prennent toujours les deux premiers termes. C'est bien de prendre au moins deux termes en tout cas. Et puis on va dire allez je vais euh, je vais faire un DL à l'ordre 3, peut-être que ça va marcher. En gros, ils font le choix de prendre deux termes, ils laissent plein de place, des fois où ça ne marcherait pas. Si ça marche pas, on s'en apercevra plus tard, on revient en arrière et on rajoutera des termes. Voilà. Et donc du coup, ça permet d'avancer sans se prendre trop la tête. Et puis ça permet quand même de faire quasiment les mêmes raisonnements qu'avec la méthode des prophètes. C'est-à-dire que là, bah, une fois qu'on voit ça écrit, on va aussi avoir envie d'écrire que c'est 1 sur x. Bah là, on va écrire aussi que c'est moins 1 sur x fois... Alors je vais avoir un 1 sur... Alors je suis peut-être pas obligé de mettre une parenthèse. Je vais avoir un 1 moins x au carré sur 6. Je laisse plein de passes des fois où je me vautrerai. Et j'ai un plus petit 2 de x2. Ok. Qu'est-ce que je ferai après ça? Bah je factoriserai 1 sur x. Donc c'est les mêmes calculs. Hein. Bah ouais, c'est forcément les mêmes calculs. Et donc là on a un 1 moins 1 sur 1 moins x au carré sur 6. Et là je mets toujours plein de places, on sait jamais des fois que. Plus petit o de x2. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Ah bah je vais faire le développement limité de ça. Donc ça ferait 1 sur x, facteur de 1 moins... Alors je vais laisser plein de place. Donc je vais prendre mon moins u égale tout ça. Et donc ça veut dire que mon u c'est x au carré sur 6 plus un petit o en 0. Alors là, il faut que je mette plein de places. Je vais mettre plein de places comme ça. Plus petit o de x2. Donc ça, c'est u. Après, oh, j'ai quand même la flemme de tout réécrire. Donc ça, c'est mon... Alors, que je dise pas de bêtises. Ah oui, il y a quand même un signe moins. Alors, je vais mettre des accolades pour pas me vautrer. Donc ça, c'est mon ou. Puis j'ai oublié le 1, encore une fois. C'est mal, hein. Voilà, je calcule comme un boulet aujourd'hui. Donc il y a un moins, il y a mon accolade, j'ai un 1 plus, ça c'est mon U. Donc après j'imagine que j'aurai la même chose au carré et ainsi de suite. Alors là, on va pas se prendre la tête, hein, puisqu'on est des brutasses. On va écrire plus petit o de mon U, voilà, et je ferme mon accolade. Et donc ils poursuivent les calculs, et puis à un moment ils se rendent compte que, ah mince, on n'a pas la bonne précision. Bah ouais, hein, parce que là regardez, il y a le 1 qui se simplifie avec le 1. Ah, il y a un divisé par x là, donc ça veut dire qu'on a un 1 sur x fois un x2 sur 6, donc on a un x sur 6. Et là, oups, j'ai un petit o de x. Oh là 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 là, la misère. J'ai un peu raté la précision que j'attendais là. Moi je veux avoir de la précision 6. Ouh. Ah ouais, il y a quand même 5 de différence entre la précision que j'ai et la précision que je voulais. Ouh, ça va pas du tout. Et bah donc du coup, on sait qu'il y a 5 de différence, donc il va falloir ajouter 5 de précision dans ce qu'on a.
Bah ouais, donc si j'ajoute 5 de précision, bon bah là, faut que je reprenne depuis le début. Et voilà, voilà en quoi cette technique est différente avec la technique des prophètes, c'est que bah du coup on a laissé plein de place pour éventuellement rajouter des trucs et corriger. Et donc là, on va donc rajouter, il faut que j'ajoute 5 en précision. Donc il faut que je mette un plus x5 sur factoriel 5, un moins x7 sur factoriel 7. J'avais eu du x3, donc il faut que j'aille jusqu'en x8. Voilà. Mais donc j'arrive à recycler mes calculs, un petit coup d'effaceur, et puis bam, je recopie ça, et puis cette ligne-là est bon, on est bien parti là. Alors après, bah faut que je corrige, c'est pour ça que j'ai laissé plein de place à chaque fois. Donc là, en gros, je dois diviser par x, donc ça fait un plus x4 sur factoriel 5, moins x6 sur factoriel 7, plus petit tout en 0 de x7. Ok, voilà, j'ai récupéré la ligne là, cool. Donc là, pareil, j'ai juste à recopier, donc ça fait un plus x4 sur factoriel 5, moins x6 sur factoriel 7, un petit coup d'effaceur, un petit coup de feutre par-dessus. Hop, on a déjà récupéré, on a déjà recyclé tout ça dans la démonstration sur sa copie et c'est nickel jusque là. On arrive là, ah bah ouais, là ça va changer. Parce que du coup, à la place de ce pâté là, maintenant on a donc un... Alors attention, ça c'est moins u. Donc mon u c'est moins ça, j'ai un x4 sur factoriel 5, plus un x6 sur factoriel 7, plus petit tout en 0 de x puissance 7. Et là, ouf, on est bon parce que ça va être divisé par x, et donc c'est bon, on va être tranquille. Et donc dans la suite du calcul, je veux dire, on aura déjà ce terme-là. Alors après, il y avait une autre décision à prendre qui est là. Bah ouais, on avait juste pris le terme en u quand on avait fait le développement limité de 1 sur 1 moins u. Mais si on fait ça, notre u c'est tout ce pâté-là. Notre u il a la taille de x2. S'il a la taille de x2 et qu'on a un petit taux de u, on se retrouve avec un petit taux de x, ça va pas. Et donc là, la précision, elle est pas bonne. Donc on est obligé d'effacer. Et donc encore une fois, il faut avoir rajouté de la place pour rajouter le terme au carré, le terme au cube, le terme puissance 4, plus petit taux du terme à la puissance 4. J'avais dit que de temps en temps, je mettais des bip bip parce que ça me saoulait, mais si vous voulez, je peux vous mettre des u au carré, u au cube, u puissance 4. U puissance 4, c'est peut-être un peu plus carré. Voilà. Sachant que mon u, c'est ça. Donc ça mélange des u et des x, mais bon, c'est un peu relou les dl, parfois je le fais. Ok. Et puis bah donc du coup, bah voilà, on est obligé de corriger en ayant laissé de la place, en effaçant et en réécrivant par-dessus, une fois qu'on comprend comment sont faits les calculs. Et puis bah on s'était arrêté là avec la méthode du prophète, mais bah, si vous voulez ici je peux vous donner le résultat. J'aurais pu le faire avec la méthode du prophète, mais il me manquait de la place quoi. On avait pris les bonnes décisions. Hein. Donc voyons voir. Il y a le 1 et le moins 1 qui se simplifient. Ok. Il faudrait que je développe ça en divisant par x. Enfin bref, donc je vais le faire. Donc les termes en x2 divisé par x, ça donne ça. Après, j'aurai pas de terme en x3. Je vais passer directement au terme en x4 là, mais donc ils sont divisés par x, donc je vais avoir du x3. Combien je vais en avoir? Les termes en x3, bah il y a déjà ce moins 1 sur factoriel de 5 là, qui vient de là, et qui est divisé par x. Ensuite, dans le u2, je vais avoir ça fois ça, avec un plus, hein, et le moins. Donc je vais avoir un moins x4 sur 6 au carré divisé par x, donc je vais avoir un moins 1 sur 6 au carré. Et c'est la seule façon de fabriquer du x3. Ensuite, je vais avoir des termes en x5 à mon avis, parce qu'on ne doit pas pouvoir fabriquer du x4 vu que tous les termes sont pairs et qu'on divise par x. Et donc pour fabriquer du x5, il faut que j'ai du x6. Alors bah, j'en ai déjà un là. Hein. J'ai un moins x6 sur factoriel 7 divisé par x, donc ça me fait un moins 1 sur factoriel 7. Après, je peux faire du x6 avec ça en faisant du ça fois ça plus ça fois ça. Et donc j'en ai deux qui ont une gueule de 6 fois factoriel 5. Ça me fait du x6 divisé par x, ça fait du x5. Mais attention, j'en ai encore dans le u3. Parce que si je fais ça fois ça fois ça, et ben au cube, ça va me faire un x6 sur 6 au cube. Donc alors attention avec un moins devant. Donc j'en ai un moins 1 sur 6 au cube. Ouais, il est hardcore hein, ce DL là quand même, faut avouer. Et puis bah j'ai demandé un DL à l'ordre 6 et ouf, tout le reste vire dans le petit taux
de x puissance 6 qu'on obtient. Alors on l'obtient déjà ici, là. Et en fait, le petit taux de u puissance 4, c'est un petit taux de x8, il se fait bouffer par celui-là. Et tous les autres termes qui sont pas en x6, ils se font bouffer par là. Donc on est arrivé au bout de notre calcul. Bon, vous voyez, on y arrive, hein, je vous mens pas, on arrive toujours au bout des calculs de DL. Donc en passant, je vous ai donné la solution du calcul de DL qu'on a fait dans la vidéo précédente, avec la méthode du prophète. Bon, alors en quoi ça diffère finalement? Bah, vous pouvez remarquer que sur votre copie, la démonstration est quand même nickel à la fin. Il y a ça, 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 c'est exactement ce qu'il faut faire. Ensuite ça, donc on efface et on réécrit et on finit par avoir exactement le bon truc. Mine de rien, en faisant la brutasse, on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5. En 5 lignes, on a torché ce développement limité qui est un peu hardcore hein, quand même, faut avouer. Donc ça passe, c'est correct, il n'y a pas de problème, ça donne tous les points. Cool. Donc c'est une alternative sympa aux gens qui n'ont pas envie d'investir dans la méthode du prophète. Alors, bah, qu'est-ce qu'on perd par rapport à la méthode du prophète? Bah, la méthode du prophète, vous voyez, le gars, il gribouille vite fait sur son brouillon les calculs qu'il va avoir, et après il prend directement les bonnes décisions parce qu'il a compris comment ça marche. Donc là, il part directement sur du x8, et là, on part directement sur du puissance 4, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc du coup, une fois qu'il sait ça en amont, après avoir fait un petit calcul sur son brouillon, avoir vu la gueule de ses calculs, vaut peut-être mieux les faire vite fait au brouillon pour voir quelle gueule ça, et ben on écrit directement le bon truc sans effacer. Parce que là, du coup, c'est fait en 2 passes. Dans une première passe, on y va comme des bourrins en mettant n'importe nawak. Après, on comprend ce qui se passe, et dans une seconde passe, on efface et on réécrit. Alors si vous avez bien pensé à mettre de l'espace, ça passe bien. Si vous avez eu le malheur de pas en mettre assez, vos équations elles sont toutes petites, toutes ramassées, c'est le bordel, le correcteur est pas très content. Vous finissez par vous y arriver, mais au final vous y passez quand même vachement plus de temps. Hein. Vous avez 2 passes au lieu d'une. Au final on fait quand même un peu les mêmes calculs, on regarde les mêmes choses, c'est juste que la méthode du prophète, on sait à l'avance ce qu'il faut faire après avoir regardé la gueule des calculs, alors que la méthode de la brutasse, on écrit les calculs, on finit par se rendre compte de ce qui se passe et on revient en arrière et on change. Donc bah ouais, ça marche, mais c'est moins efficace. Hein. D'autant plus que là, je suis revenu en arrière et j'ai corrigé et ça passe. Mais parfois avec la méthode de la brutasse, on revient en arrière, on corrige, on revient, on refait, et ça marche toujours pas. Et donc il faut revenir en arrière et rajouter un terme supplémentaire pour que ça passe, parce qu'on s'est rendu compte, ah merde, j'avais oublié ce truc là, et paf, ah c'est pas assez précis, il faut que j'ajoute un en précision. On revient au départ, on refait, et donc parfois il y a 3 passes à faire, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas optimisé les calculs. Et indépendamment de ça, parfois quand on fait la méthode de la brutasse, tac, on fait notre truc, et à la fin, bam, on a le résultat qui marche. Sauf que parfois on a pris un peu trop de termes là, parfois on a pris un peu trop de termes là, ou un peu trop de termes là, donc ça finit par passer, mais c'est comme si on fabriquait des meubles. Et en fait, la méthode du prophète, tout est fabriqué sur mesure, tout s'empile pile poil bien, tout est beau et tout nickel, tout est élégant. Alors que la méthode de la brutasse, bah, on fait avec des meubles qui ont des tailles standards et on les met bout à bout. Mais parfois il y a un bout qui dépasse, par-ci, par-là, et donc bah ouais, ça marche, mais ça peut être un peu bancal ou pas élégant, et ainsi de suite. Donc bon, bah c'est sûr que c'est moins classe. Mais ça marche, voilà. Alors, donc voilà ce qu'il faut savoir sur cette méthode-là. Après, de mon point de vue de moi, de prof de maths, mon objectif à moi, c'est de faire fabriquer le plus de neurones possible aux étudiants. Parce que bon, ils vont pas faire des maths toute leur vie, ils vont faire d'autres trucs. Et les neurones qu'ils auront pu fabriquer avec les maths, ils les exploiteront à faire d'autres bidules. Et le problème de la méthode de la brutasse, c'est que les gens ils réfléchissent pas trop. Et donc, du coup, ils fabriquent pas trop de neurones. Ils deviennent pas très forts. C'est pas une méthode qui rend les gens forts, ça, en fait. C'est, allez, on y va les yeux fermés, on espère que ça passe. Alors que la méthode du prophète, bah, les gens ils réfléchissent, ils comprennent comment ça se passe, comment tout s'enchaîne et ainsi de suite. Et donc ouais, ils deviennent vachement plus forts. C'est une méthode qui rend fort la méthode du prophète. Et donc de mon point de vue de prof, qui souhaite rendre les étudiants le plus fort possible, c'est vachement plus intéressant la méthode du prophète. Donc si vous pouvez les gens, essayez, hein, vous allez voir, on y arrive. Hein. Commencez sur les exos un peu faciles, et puis une fois que vous aurez compris le truc sur les exos faciles, après... bah, vous pourrez faire des exos de plus en plus hardcore par cette méthode-là. Et ça passera nickel. Donc je vais démontrer cette alternative-là sur les 2 autres exos pour que vous voyez la différence. Ok, donc la correction de cet exercice par la méthode de la brute. Donc je rappelle que
quand on calcule une limite, d'abord on essaye de passer en 5 secondes en essayant d'utiliser l'outil limite. Mais là, la limite du haut c'est 0, la limite du bas c'est 0. Donc on a une forme à déterminer, donc tout nous dit, oula, t'as intérêt à faire un développement limité ici. Auquel cas, on sait que ce qu'il faut faire, c'est, il faut prendre la fonction. Hein, ce raisonnement-là nous guide sur la suite, il nous dit, ok, maintenant tu prends la fonction et tu précises ton approximation en faisant un développement limité, sachant que j'aimerais bien que tu trouves un nombre constant plus quelque chose de négligeable devant 1 en 0. Ah, on doit faire un développement limité. Oh, mais j'ai pas envie de faire le prophète. Bon, bah, je vais faire ma brutasse. Alors, bah, c'est parti, quoi. Donc, bah, pour l'exponentielle, on peut peut-être faire 1 plus x, puis on va laisser des tonnes de place. Alors, je vais être malin. Je vais utiliser ma remarque précédente. Tac, je vais faire comme ça. Moins 1. Ah ouais, le sinus, bah, je vais laisser de la place. Peut-être x moins x au cube sur 6. Je vais accoler le petit tout en 0 de x au cube. Et puis, je vais laisser plein de place. Et puis là, en dessous... je vais mettre mon cos, donc 1 moins x au carré sur 2, plus petit o en 0 de x2, et puis je vais mettre le moins 1 en laissant de la place. Ok, alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Bah le 1 il vire, le x il vire, le 1 il vire, bon, ok. Alors ça m'amène où tout ça? Alors ça m'amène à... alors là j'ai un petit taux de x, alors que là j'ai un petit taux de x au cube, donc tout ça, ça se fait bouffer. Il me reste qu'un petit taux en 0 de x, quoi. Et en bas j'ai un moins x2 sur 2, plus petit taux en 0 de x2. Alors là je suis censé factoriser le terme dominant, mais ça va pas aller là, parce que imaginez que je divise en haut et en bas, enfin bref, ouais, je vais factoriser le terme dominant pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Donc là en haut j'ai un petit taux en 0 de x, en bas je vais avoir un moins x2 sur 2, facteur de 1 plus petit taux en 0 de 1, si je factorise le terme dominant. Et alors là c'est pas cool parce que ce pâté là il tend vers 1, ce pâté-là, il tend vers va 0, et celui-là, il tend vers 0. Donc vous avez toujours votre forme indéterminée, et si vous simplifiez ici, vous trouvez un petit taux en 0 de 1 sur x. Oups! Oh oh! J'ai pas tout à fait la précision que j'attendais là, j'ai 1 de moins. 1 sur x, c'est vachement plus grand que 1, hein, ça tend vers l'infini, alors que ça tend vers 1. Donc en fait, le problème, il vient du haut. Oh mince, je suis pas assez précis en haut. Faudrait que j'augmente au moins la précision de 1. Ok, bon bah on va revenir en arrière alors. Alors s'il faut que j'augmente la précision de 1, faut pas que j'ai un petit taux de x, faut au moins que j'aille chercher le terme suivant. Donc vous voyez, j'efface là, et je peux j'écris en haut feutre ici, et là j'écris à nouveau au stylo plume là. Bon, ici le terme finalement il a servi à rien. Donc j'augmente la pression 1, là j'en ai pas réellement besoin. Alors si je fais mon calcul maintenant, alors là je suis obligé d'effacer le bout là, heureusement que j'ai laissé de la place. Il me reste maintenant un x2 sur 2, et puis c'est plus un petit taux de x, c'est un petit taux en 0 de x2 qui bouffe tout, notamment il bouffe ces deux termes là. En fait j'en avais pas besoin de ceux-là. Ok, et donc maintenant j'efface là, on trouve un x2. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser le terme dominant ici si vous voulez, hein. Ça fait plus un petit taux de 1. Et donc là, ça simplifie un peu. On trouve un... alors, j'aurais pas fait une erreur, moi. Ou alors c'est dans la démo précédente que j'ai fait une erreur. Donc en fait, là, ça simplifie. Ah, déjà, c'est un x2. Donc là, je trouve un moins 1. Alors, j'ai dû faire une erreur dans la démo précédente. Ah, c'est dur la vie. Ok. On trouve un moins 1, ça se simplifie. Et tout le reste ici, bah, ça va tendre vers 1. Donc on va arriver à trouver tout ce pâté là, en fait il tend vers 1. Donc on trouve une limite égale à moins 1. Ce qui fait que la méthode est correcte, on arrive à trouver la limite à la fin. Par contre, bah, on a dû revenir en arrière, effacer des bouts et ainsi de suite. Donc bah ouais, moi personnellement je trouve ça moins top quoi. Clairement. En gros, on sait pas trop où on va, on se prend des murs,
Et alors on revient en arrière en essayant de ne pas se prendre le mur, mais toujours à l'aveugle, en essayant de changer une valeur comme ça, en espérant que ça va marcher. Bah, je sais pas si vous conduisez votre voiture comme ça, mais enfin moi je préférerais pas quoi. Voilà. Donc ça marche, mais c'est clairement pas efficace et pas top. Ouais, à noter que j'ai dû faire une erreur de calcul dans la vidéo précédente puisque je crois que je trouvais -2 au lieu de -1, mais c'est pas du tout dû à la méthode, c'est parce que comme je fais mes vidéos un peu vite fait, j'ai dû oublier un 2 quelque part, probablement là, je sais pas ce que j'ai foutu, et en allant trop vite, et du coup j'avais un x2 divisé par un -x2, je trouvais un -2, un truc comme ça quoi. Mais la méthode n'est pas remise en question, et je pense que je vais avoir la flemme de la réexporter, quoique je pourrais peut-être. Ok, donc... oui, je peux la corriger après. Donc voilà, ça marche, la méthode de la brute. Mais en tant que prof, dans l'espoir ou pour vous donner la possibilité de réaliser le plus possible votre potentiel et d'intégrer le mieux possible, je vous conseille fortement d'utiliser la méthode des prophètes si vous pouvez. Si vous voulez bien faire l'effort, je vous en serai reconnaissant. Alors, on doit trouver un équivalent de cette expression-là en 0 et on va essayer de faire la méthode de la brutasse. Alors, mine de rien, on sait quand même que pour y arriver, on doit faire un développement limité avec... parce que là, on a une somme de fonctions, on ne peut pas faire une somme d'équivalent. Avec la stratégie du je trouve un terme dominant non nul et plus un terme négligeable devant ce terme dominant. Ok, et donc ça ressemble à quoi la stratégie de la brutasse? Bah c'est... oh bah je fais un développement limité avec 2 termes de ça, tchouk, et je laisse de la place. Alors après on peut être plus ou moins malin, par exemple là si je les écris comme ça, et puis là je vais prendre un développement limité avec 2 termes, bah 2x moins 2x au cube sur 6 plus petit o de x au cube en 0. C'est mal de pas préciser où on fait les petits. Ok. Et puis, alors qu'est-ce que je trouve? Ah bah, 1 moins 1, ça vire. Ah bah, x plus x moins 2x, ça vire. Ah, il me reste bien un terme, mais il s'est bouffé par le petit o. Et donc j'obtiens un petit o de x, tout va là-dedans. Oh mince, j'ai pas mon terme dominant. Ça va pas. Ah bah ça c'est parce que j'ai pas été assez précis, alors bah faut que je rajoute de la précision, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter comme précision? Ah je vais rajouter un terme là, allez, je mets un plus x2. Mais si je fais ça, ah il faut que je rajoute un x au carré sur 2, un plus x au carré sur 2. Ah mais mince, ça simplifie encore. Et cette fois j'ai un petit o de x2, ça va toujours pas. Oh! Bon bah je vais corriger une 3e fois alors. Une 2e fois. Bon bah faut peut-être que j'aille jusqu'en x3. Alors bah du coup ça me rajoute un x3 sur 6. Là ça me rajoute un moins x3 sur 6. Voilà, et alors là, cette fois, et bah j'ai un x3, facteur de combien? Bah là j'en ai un sixième. Là j'en ai moins un sixième, ça fait un autre sixième. Et là j'en ai plus 8 sixièmes. Ah c'est cool. Et puis mes petits taux ils se mettent ensemble et ça fait ça. Donc on trouve un 10 sixième, ça fait un 5 tiers de x3. Plus petit taux en 0 de x3. Et du coup à la dernière ligne je prends l'équivalent, ça fait 5 tiers de x3. Et l'équivalent il est en 0. Ok, j'y suis arrivé. Et donc bah ouais bien sûr on y arrive et on finit par écrire la bonne démonstration. Elle est nickel hein, cette démonstration. On a ça qui est égal à ça, égal à ça, égal à ça, tchac tchac tchac. Tout marche bien, tout est nickel, tout est beau. Mais on l'a dû faire en 2 passes celui-là, en 3 passes en fait. Une première fois, je corrige une première fois, je corrige une seconde fois. Donc vous avez intérêt à avoir rajouté de l'espace. Hein. Donc c'est gros consommateur de feuilles cette démonstration-là. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave pour la nature. Mais pour vous, votre avenir scolaire, vaut mieux ça qu'autre chose. Et donc, ouais, ça marche. Hein. Il faut juste prévoir la place. Cette méthode, elle vous dit
Il faut prévoir de la place. Alors remarquez que allez-y mollo avec l'effaceur parce que là on a dû effacer 2 fois. Donc si vous effacez une première fois qu'après vous écrivez au feutre, vous pouvez pas effacer une deuxième fois. Donc allez-y mollo là sur les petits taux. Hein. Peut-être qu'il vaut mieux écrire au crayon de papier avant de repasser à l'encre au-dessus. Par contre de ce côté-là il n'y a pas de risque. En fait on se contente d'ajouter des termes. Donc là il n'y a pas de risque de effacer 2 fois le même truc. Mais ouais sur le petit taux faites gaffe quand même. Hein. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous écrivez 1 plus x, vous accolez le petit o direct là, mais vous laissez de la place à côté. Comme ça, vous effacez le petit o, vous écrivez le nouveau terme, vous effacez un autre petit o à côté. Comme ça, vous n'effacez jamais 2 fois au même endroit. Ouais, ça me paraît pas trop con ça, donc je ferai ça. Voilà, voilà, débrouillez-vous. Hein. Ça me paraît plus intelligent qu'écrire le truc au crayon de papier, puis revenir plus tard le réécrire dessus à l'encre. Ça me paraît plus mal. Voilà, donc ça marche bien, c'est une alternative correcte. Alors quand on est prof de maths pendant suffisamment longtemps, on voit toutes sortes d'abominations commises sur les développements limités. Parce que les étudiants, ils sont vachement gentils, vachement sympas, vachement sérieux, ils essayent de faire de leur mieux. Mais souvent, ils se lancent dans des calculs de développement limité sans avoir vraiment compris la théorie ou en l'ayant seulement partiellement compris. Le pire, c'est quand ils se disent ah ouais, ça y est, je crois que j'ai compris les DL. En gros, ce qui veut dire qu'ils n'ont rien compris du tout. Ouais, j'ai vaguement compris ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, ah ouais, j'ai vaguement compris ce que ça veut dire. C'est synonyme de peut-être que je commence seulement à comprendre à peu près ce que c'est, mais je crois que je devrais investir vachement plus de temps dedans pour comprendre ça à 100%. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il se pourrait se passer toutes sortes de choses. Alors, je vais essayer de... moi, je suis pas trop capable d'écrire des abominations par force de l'habitude, mais je vais me forcer. J'arriverai pas à toutes les reproduire. Donc, je sais pas... on pourrait dire que ça c'est équivalent à 1 sur x moins 1 sur x, et donc c'est équivalent à 0. Voilà, ça c'est une grosse abomination pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas le droit de faire une somme d'équivalents. Donc abomination numéro 1. Ensuite, on n'écrit jamais que quelque chose est abomination et équivalent à 0 si c'est pas une fonction identiquement nulle. Hein, écrire que f de x est équivalent à 0, ça revient à dire que f de x c'est 0 fois une fonction qui tend vers 0. Mais 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc écrire ça, ce n'est seulement possible que quand la fonction f est tout le temps nulle, ce qui est loin d'être le cas ici. Donc voilà par exemple une première source d'abomination avec des équivalents. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? En fait, il pourrait se passer ça par exemple. C'est l'histoire du gars qui fait des développements limités, mais les petits o ça le saoule. Alors il a retenu que sinus x est égal à x plus petit o, mais en fait ça le saoule d'écrire les petits o, donc il écrit ça. Ok, alors celle-là elle est belle aussi. Ok, alors sinon, pas mal dans le genre aussi. Sinon il y a le gars qui... Vous voyez, il y a les gars qui écrivent pas leur petit o. Par exemple, s'il veut faire un développement limité du sinus, il peut écrire que c'est x moins x au cube sur 6. Pour que ça soit juste, il faudra absolument qu'il y ait le petit o ici, puisque le sinus n'est égal à ça que s'il y a le petit o. Mais bon, les gens, ils disent, ouais, non, le petit o, je sais pas, non, je l'écris pas, je le sens pas. Alors ils vont écrire ça, par exemple. Et donc, du coup, ça veut dire que votre sinus, globalement, il est égal à x moins x au cube sur 6. Il est polynomial, votre sinus. Donc ça, c'est une grosse boulette encore, hein, d'écrire le truc comme ça. Sans petit o, c'est complètement faux. Mais alors, du coup, comme les gars, ils écrivent comme ça sans petit o, un jour, ils se font recadrer par leur prof qui leur dit non, les petits o c'est vachement important, faut absolument qu'il y ait des petits o parce que c'est ça qui fait la précision des estimations et qui fait que c'est juste. Ce qui est vrai, hein, ce que leur prof de maths leur dit, c'est vrai. Et alors l'étudiant il se dit ouais ok, allez, il est gentil ce prof de maths, j'ai bien compris qu'il faut que je mette les petits o. Et donc le gars il fait son calcul, tac, et puis comme il a envie d'être sympa avec son prof de maths, il dit oh allez, je vais le mettre son petit o, allez, je le mets.
hop, et il rajoute un petit O comme ça à la fin de son calcul. Bah ouais, parce que l'étudiant, quand même, les étudiants, ils sont vachement sympas, gentils et tout. Quand leur prof de maths qu'ils aiment bien leur demande de mettre des petits O, bah ils mettent des petits O. Hein. Sont sympas les étudiants. Mais ils les mettent n'importe où. Genre, ils font tous leurs calculs sans petit O, puis il y en a pas. Et puis à la fin, hop, il y en a un qui apparaît dans un endroit complètement improbable, parce qu'il en faut un. Ah ouais, dans le résultat, il en faut un, alors j'en mets un. Sauf que les petits taux, ils doivent être correctement mis partout, tout au long du calcul, pour que votre calcul soit juste et que la précision finale soit correcte. Si vous avez un petit taux qui se téléporte comme ça dans un calcul alors, qui vient de nulle part, ça vaut vraiment que dalle. Alors pour info, pour qu'elle soit juste cette relation, il faut qu'on ait x moins 1. Là, vous avez remplacé le sinus par son développement limité. Pour qu'elle soit juste, que ça soit une vraie égalité, le petit taux, ça peut pas être n'importe quoi. C'est un x cube. Et il doit être là, pas ici. Donc c'est pas parce que j'ai mis petit taux de 1 que c'est faux. J'aurais pu mettre petit taux de x3. C'est n'importe nawak, quoi. Je veux dire, il est apparu comme ça sans raison, alors qu'il doit être là. Donc ça c'est une grosse boulette aussi, alors ça nous énerve vachement, mais d'un autre côté, ça rend les copies vachement simples à corriger, vous voyez, on fait comme ça. Hop. Et puis à côté, au nombre de points, au lieu de mettre 4, on met 0. Donc c'est cool pour nous, parce que ça veut dire qu'on passe plus de temps à dormir, ou à lire, ou à regarder la télévision, c'est pas mal. Mais bon, pédagogiquement, on préférerait que les étudiants y arrivent, parce que c'est un peu notre boulot de faire en sorte que les étudiants y arrivent et qu'ils deviennent meilleurs. Ok, donc bah ça c'est une erreur classique. Alors ne faites pas ça. Hein. Si je vous surprends à faire ça sur votre copie et ainsi de suite, attention, je pleurerai. Alors ne le faites pas. Ok, et j'essaierai de vous faire changer aussi. Je suis comme ça. Alors quel autre genre d'erreur est-ce qu'on peut faire? Alors ça vous fait rigoler, mais je suis sûr que vous en avez fait comme ça déjà. Ou que vous connaissez quelqu'un qui fait des erreurs comme ça. Alors, ouais, alors ce qui peut arriver aussi, c'est ça. Donc, alors voyons voir. On fait x moins 1 sur x plus petit o en 0 de x. Et puis, alors attendez, je vais avoir du mal hein, à reproduire les erreurs. Hein. Ouais, non, peut-être... ouais, peut-être pas ça. Donc, ouais, comment dire... ici, qu'est-ce qu'il ferait? Oh, il mettrait sous le même dénominateur. Ce qui est faisable, hein, on peut faire ça. C'est un peu le bordel par contre. Hein. Mais ça doit être juste. On peut faire ça. Alors là, on peut pas simplifier les petits taux, mais on peut quand même simplifier les x. Donc ok, on trouve un petit taux en 0 de x. En dessous, on a un x plus petit taux en 0 de x. Après, je sais pas, hein, mais bon, j'imagine qu'il y a des étudiants qui n'hésiteraient pas à écrire que c'est équivalent à x sur x fois x, un truc comme ça. Bon, peut-être pas. Hein. J'invente. Je sais pas, moi, faire des erreurs abominables. Quand j'en fais, je fais pas exprès. Là, j'ai du mal à le faire de manière exprès. Ok, ok. Donc, s'ils font pas cette erreur-là... S'ils font pas cette erreur-là et qu'ils simplifient correctement, par exemple en factorisant le terme dominant, on va arriver à petit o de 1 sur x sur du 1 plus petit o en 0 de 1. Et ça se simplifie en petit o en 0 de 1 sur x. Et alors, en fait, ça, c'est pas faux. Hein. Là, c'est juste, mais c'est naze comme relation parce que un petit o de 1 sur x, ça veut dire que c'est un 1 sur x, la fonction qui est entre parenthèses, fois une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc ça veut dire que ici vous avez un pâté qui peut tendre vers plus ou moins l'infini selon que vous êtes à gauche ou à droite de 0, multiplié par un truc qui tend vers 0, bah vous avez une forme indéterminée. Et alors là, c'est naze parce que le but des développements limités, c'est de vous débarrasser des formes indéterminées. Donc vous pouvez rien faire avec ça. Ça c'est un gros signe que vous n'avez pas été assez précis dans vos estimations, qu'il faut les reprendre et augmenter la précision, notamment ici, là, puisque c'est le seul endroit où on a fait une approximation, pour qu'à la fin on ait un truc plus précis et qu'on ait mieux que ça. Donc bon bah là il n'y a pas d'erreur monstrueuse, mais il faut reprendre les calculs et ajouter de la précision. Alors que je dise pas de bêtises, je vais essayer de
de pondre encore d'autres erreurs classiques. Alors, qu'est-ce que je pourrais inventer comme erreur classique? Je sais pas, un truc comme ça, par exemple. Ouais, j'invente un truc, hein, c'est peut-être un peu naze, hein. Mais ça, par exemple, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pourrais dire que sinus de x au carré, c'est négligeable devant x, donc ça, c'est vrai. Mais alors, quand vous avez un truc comme ça, alors là, c'est une pure abomination, ce truc-là. Parce que ça veut dire que vous avez x2 en haut, et qu'en bas, vous avez x fois une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand, x tend vers 0. Donc, vous pouvez simplifier. Alors, c'est pas faux, hein, mais ça sert à rien. Puisque du coup, en haut, ça tend vers 0, et en bas, ça tend vers 0 aussi. Donc, vous avez une forme indéterminée. Alors ça, c'est quand vous faites les choses correctement et vous vous rendez compte, ah mince, j'ai une forme indéterminée, donc il faut reprendre au début. Bing. Et donc, il faut tout recommencer depuis le début et augmenter la précision. Là, clairement, le fait de ne pas avoir de terme dominant en plus du petit o, c'est très 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 mauvais signe en bas au dénominateur. Ouh, pas cool. Voilà, c'est pas faux. Après, je suis sûr qu'il y a des étudiants qui hésiteraient pas à faire des trucs invraisemblables, mais j'ose même pas imaginer. Je les verrai bien assez tôt dans les copies. Donc bon, bah là c'est des exemples d'erreurs un peu zarbi classiques. Mais alors je vais essayer de trouver un exemple un peu moins bébête. Voilà. Alors, l'erreur qui fait peut-être le plus de mal. Alors je vais peut-être arriver à en trouver d'autres, hein. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ouais, je vais faire ça. Alors, c'est de dire par exemple, bah ça c'est 1. Alors, comment je vais faire? Il y a ça par exemple, moins x plus petit o en 0 de x. Et c'est de dire, alors il y a un 1 en plus. Donc bah ouais, le 1 se simplifie avec le 1, le x se simplifie avec le x, et après d'écrire, bon bah ok, c'est x au carré plus petit o en 0 de x2, équivalent à x2. Alors ouais, elle est belle celle-là. Je me suis pas trop vautré pour une fois, je crois que j'ai réussi à reproduire une erreur classique à peu près cohérente que les étudiants font. Bah ouais, les étudiants font cette erreur-là parce qu'en gros, ils se disent x au carré c'est plus grand que x, vu que 2 c'est plus grand que 1. Mais non, 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 non. Vous êtes en 0. Et donc en 0, quand x tend vers 0, x2 c'est plus petit que x. Donc en fait, cette estimation-là, elle est fausse. En fait, la précision finale de votre opération, c'est le petit o de x qui est plus grand que celui-là. Donc en fait, le petit o de x, il bouffe tout ce qu'il y a là. Et en fait, la vraie égalité, c'est ça. Et donc, puisque vous avez un petit o en 0 de x, vous ne pouvez pas trouver d'équivalent, parce que vous n'avez pas de terme prépondérant. Je vous rappelle qu'un petit o de x, c'est un x fois un terme qui tend vers 0. Alors là-dedans, il peut y avoir n'importe quoi, vous n'avez pas d'équivalent, il vous faudrait un truc qui tend vers 1. Et il n'y a pas là-dedans. Donc même si vous dites, ah ouais, bah, j'ai qu'à dire que c'est x fois 1, comme ça j'ai un truc qui tend vers 1, bah ouais, mais si tu mets ton 1 avec l'epsilon de x, il tend pas vers 1, il tend vers 0, donc t'as pas d'équivalent. Voilà. Et donc ça c'est une erreur classique qui vient du fait que les gens se vautrent en rassemblant les petits taux pour n'en faire qu'un seul. Au lieu de prendre le plus gros, ils ont peut-être pris le plus petit. Donc on voit des choses comme ça par exemple. On voit des... dans le même style. On voit... ah ouais, elle est belle celle-là. On voit... Et là c'est juste... C'est presque juste. Il y a la simplification là. Les gens, ils écrivent que c'est x au carré. Et là, ils se trompent pas avec les petits o. Ils disent que c'est le plus gros qui reste. Et donc, c'est petit o de x. Et donc là, ils en déduisent, bah, c'est équivalent à x2. Alors, c'est juste jusqu'ici. Et après, c'est faux. Parce que x2, c'est négligeable devant x. Donc, le x2, il devrait être à l'intérieur là. Il se fait bouffer par le petit o de 0 de x. Et on devrait avoir ça au lieu d'avoir ça.
Mais les gens, ils sont convaincus, ouais, je dois avoir un terme non nul, bah j'en ai un non nul. Ouais, mais le terme non nul, il doit être négligeable par rapport à... Enfin, le bout là, il doit être négligeable par rapport à ça, et là, c'est pas le cas. Donc, encore une fois, ça, c'est une grosse boulette, on peut pas faire ça. Donc oui, il faut que je barre les trucs qui sont pas hauts. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Bah, le problème, il vient du fait que là, c'est pas assez précis. Puisque avec cette précision-là, ça bouffe les termes-là, et on se retrouve avec un terme nul. Et donc, la bonne façon de procéder, c'est d'augmenter la précision ici du sinus x, pour obtenir, par exemple, bah, je vais aller chercher son développement limité à l'ordre suivant. Il n'y a pas de terme qui se rajoute, remarquez. Mais maintenant que j'ai un petit taux en 0 de x2, parce que j'ai correctement utilisé mon dl du sinus à l'ordre 2, et ben j'obtiens que ma fonction elle est égale à x2 plus un petit taux en 0 de x2, mais cette fois, contrairement à là, cette fois je l'ai démontré rigoureusement en corrigeant cette étape-là. Et donc là maintenant, je peux obtenir rigoureusement et de manière juste que c'est équivalent x2. Donc tout à l'heure, on avait obtenu que c'était équivalent x2 en faisant n'importe comment, parce que tout à l'heure on avait mis un petit taux en 0 de x. Va y avoir des étudiants qui vont dire, mais je comprends pas, mon résultat il est bon. Mon résultat il est bon. En plus j'ai écrit la même chose que vous là et là, pourquoi j'ai pas tous les points? Bah ouais, mais là t'as pas écrit la même chose que nous, hein. T'as arrêté ton développement limité plus bas, et ensuite ce que t'as fait, bah c'est pourri. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de pièges et de trucs. À partir du moment où on se met à utiliser les petits taux et les développements limités n'importe comment, c'est du tout faux, du tout pourri, et ainsi de suite. Donc si vous voulez avoir une chance que votre estimation elle soit correcte à la fin de votre calcul, il faut respecter les règles. Voilà. Et puis bah on s'est bien marré, hein. Ça voit un bêtisier de Jackie Chan à la fin de ses films, hein, franchement. Et donc je vais manquer d'inspiration là, mais je suis sûr que dans les copies, on verra des trucs encore plus arbitres que ça. Tout ça pour dire que prenez bien le temps de comprendre les petits taux, prenez bien le temps de comprendre les équivalents, les développements limités. Hein. En maths, il faut comprendre à 100% les concepts pour les utiliser correctement. Et donc pas à 90%, il ne faut pas les avoir vaguement compris ou à peu près compris. Non. On ne s'arrête de réfléchir que quand on les maîtrise à 100%. Et maîtriser un concept à 100%, ça veut dire que on est capable de refaire et de réécrire dans une situation nouvelle et d'utiliser le concept. Parce que regarder un gars au tableau qui fait des maths, ça ne fait pas de vous des mathématiciens. Une fois que vous êtes tout seul devant votre feuille, si vous n'avez fait que le regarder, vous n'êtes pas capable de refaire les mêmes choses que ce qu'il était capable de faire lui. Et donc, maîtriser un concept à 100%, ça veut dire que vous essayez vous de le faire dans votre feuille, et vous arrivez au bout du calcul en ayant juste et en ayant utilisé des règles correctes. Si vous faites ça, ok, vous maîtrisez votre truc. Si vous n'y arrivez pas, vous maîtrisez pas ça à 100%.